Bonjour à tous, c'est mardi, c'est la deuxième édition de la revue des grandes unes également ce matin. Vous aurez l'occasion de parcourir la presse et être parfum de l'actualité. La presse est donc disponible en kiosque. La Nouvelle Expression parle de crise anglophone sur le chemin d'une enquête internationale. C'est le grand titre ce matin. Le journal fait savoir que l'imminence d'une commission d'enquête internationale ouverte et bien entendu indépendante sur le conflit meurtrier dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest se précise. Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale internationale très préoccupée par la situation des droits de l'homme au Cameroun. Il y a l'analyse d'un député français qui évoque d'ailleurs un risque de génocide. C'est le journal qui propose tout ça en page 3. Le même journal parle également du Nord-Ouest avec un député frappé. La résidence du vice-président de l'Assemblée nationale, maître Joseph Mbandam, a été ravagée hier par les flammes. Un doigt accusateur vers les séparatistes anglophones, c'est en page 2. Et on parle également du recrutement au ministère de l'Enseignement supérieur, fraude, frustration et copinage. Plus d'une centaine de manifestants donc ont siégé l'immeuble qui abrite d'ailleurs les service de Famendongo. Jacques Famendongo dénonçait le non-respect des instructions du président de la République, c'est en page 9. Et on parle également de Oumyobé avec le danger du tribalisme, avec le leader historique du nationalisme camerounais qui avait déjà saisi le premier ministre du Cameroun, André-Marie Mbida. C'était en 1957, un an avant sa mort, pour dénoncer également. Donc le tribalisme, c'est le dossier à lire de la page 5 à la page 8 ce matin. En même temps, on parle aussi de Campo où des enfants sorciers créent donc la psychose. Ils boivent du sang de leurs camarades et jettent des mauvais sorts aux gens. Le sous-préfet a tenu donc une réunion de crise à cet effet. C'est à lire en page 2 du journal. La nouvelle expression de ce matin. Le journal Le Messager qui en kiosque parle notamment de droits de l'homme au Cameroun. Guerre des nerfs entre Yaoundé et Washington. C'est le grand titre du journal. C'est ce qu'on peut découvrir dans le numéro de ce matin. Le journal s'intéresse également à autre actualité, parlant notamment de la couverture des risques aujourd'hui au Cameroun. Il y a notamment Chanas Assurance qui se taille donc la part du lion dans le cadre notamment des accidents ou du sinistre de la Sonara. C'est le journal qui propose également le sujet ce matin. Le journal parle également de l'énergie électrique avec notamment l'année 2019 du ministère de l'eau et de l'énergie passé au scanner. C'est en page 5 de ce journal également qui s'intéresse sur Auchan 2020. La mascotte est une monie et c'est le journal qui le dit. En page 12, vous aurez l'occasion de parcourir le journal et savoir qu'est-ce qui a été fait comme traitement à ce sujet. Le journal Mutation parle donc de Auchan 2020. Tara, c'est le nom mal aimé en tout cas de la mascotte, le nom de la mascotte également qui est aujourd'hui mal aimé par certains. C'est le journal qui propose également tout ça. Donc la mascotte proposée par le Cameroun, pays hôte, fait notamment polémique en ce moment. Des explications du président du jury, Théodore Ondigui, et également le décryptage de Joseph Ouona, Joseph Ouona Nchama, qui est donc chroniqueur culturel de à lire de la page 14 à la page 15 de ce matin. Le journal parle également de recrutement dans les universités d'État avec entre méritocratie et équilibre régional. Tout cela fait notamment les gorges chaudes au sein de cette société avec notamment ceux qui ont occupé notamment l'entrée principale du ministère de l'Enseignement supérieur. C'est du côté de Yaoundé. C'est à découvrir dans le journal Mutation de ce matin. Le journal Tribune d'Afrique parle notamment du terminal à conteneurs du port autonome de Douala, Bonabéry, Vincent Bolloré, le capitaine au long cours à lire dans le journal ce matin. Et également, je vous invite à parcourir également l'éditorial de Faustin Dicam qui revient également sur ces différents faits proposés par le journal. Le même journal s'intéresse à autre chose, parlant du football. Pourquoi le ballon d'or échappe toujours aux Africains? C'est la question que se pose le numéro de ce matin. Vous aurez à lire la suite en page 11. Et on s'intéresse également à ce qui s'est déroulé au Nigeria. Un employé des maisons poignarde un Camerounais et tue son épouse. C'est à lire dans le numéro disponible également. Ce matin, c'est Tribune d'Afrique qui propose tous ces sujets. Cameroun Tribune, pour sa part, parle de communes et communautés urbaines. Une nouvelle ère s'annonce carrément. Tout le dossier à découvrir de la page 2 à la page 3. D'autres informations sont contenues dans le numéro de ce matin.
Le journal Économie s'intéresse notamment à l'hydrocarbure, augmentation de la production pétrolière du Cameroun au 31 octobre 2019. Le dossier, l'article est à lire en page 3 du journal. Le journal a également d'autres informations ce matin, tout comme Éco-Santé aussi qui est en kiosque et qui parle notamment de la formation en agronomie, sciences biomédicales et ingénierie biomédicale, Université évangélique du Cameroun. Une référence, c'est le journal qui propose, avec notamment aussi la société civile qui appelle à l'effectivité au Cameroun, donc de la couverture santé universelle. Ça reste un vrai phénomène selon bien sûr certains acteurs. C'est dans le journal Éco-Santé, disponible en kiosque ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction ce deuxième jour de la semaine. Bonjour Donald Brice-Kamga. Bonjour Fabien, bonjour à Camille, bonjour à nos téléspectateurs. Ravi d'être là comme tous les mardis, c'est un plaisir. Merci, il est partagé ce plaisir. Bonjour Camille Nélé. Flavien Valonongo, bonjour. Bonjour Donald Brice-Kamga. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Je démarre la semaine avec un sentiment de grande joie parce qu'on a vu comment la Légion de gendarmerie a pu mettre rapidement la main sur les 4 assassins qui ont exécuté en plein jour le caissier de supermarché de Bonhomme Sadi, et avec immédiatement une reconstitution qui s'est faite sur la des populations ont été saisies et comme je l'avais dit ici, il y avait effectivement une complicité interne. Un des garçons qui s'occupait de la sécurité de Santa Lucia était dans le coup. On les a pris tous les 4 en moins de 10 jours. Moi, je pense que il faut tirer un coup de chapeau à la gendarmerie nationale. Une gendarmerie qui ferait peut-être mieux aussi, hein. Donc en moins de 10 jours. C'est déjà quelque chose, c'est bien. Voilà. C'est très très bien. C'est bien. Alors, avec ce que la presse nous propose également ce matin, vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds et de lire aussi ce que la presse a réservé comme traitement à ces différents sujets, parlant notamment de la crise anglophone. Donald Brice-Kamga, le titre de la nouvelle expression, sur le chemin d'une enquête internationale. Pour dire quoi? Oui, la nouvelle expression a pris connaissance, comme beaucoup d'observateurs, d'acteurs de la scène publique, de cette lettre que Sébastien Nadeau, c'est un député français de la Haute-Garonne, a adressée aux représentants de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans cette lettre, le député français rappelle les conséquences humaines et économiques de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, avec plus de près de 3000 morts et de centaines de déplacés internes et de réfugiés. Sur la base de ces éléments-là, le député estime que le gouvernement camerounais devrait être amené à accorder plus d'attention à cette tension qui perdure, et notamment et que la France devrait, au regard des relations historiques qu'elle a avec le Cameroun, amener le Conseil de sécurité à mettre en place un groupe d'experts pour enquêter sur les violations de droits de l'homme alléguées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. À côté de cela, la nouvelle expression a indiqué également que, d'après ses sources, la CPI s'intéresse de plus en plus aux cas de violation des droits de l'homme qui sont perpétrés dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. C'est clair que la pression internationale se resserre sur le Cameroun. Si on rappelle également que les États-Unis d'Amérique ont tout récemment fait une sortie beaucoup plus exigeante sur la nécessité de mettre fin à ces tensions qui n'ont que trop duré et dont les conséquences nous rappellent chaque jour qu'on n'aurait jamais dû arriver à ce stade de la crise. Oui, alors ça reste un véritable dossier proposé par le journal ce matin. Camille Nélé, on parle notamment de cette crise avec le chemin d'une enquête indépendante internationale. Et là, on parle aussi de ce député français qui évoque un risque de génocide. Comment? C'est cet aspect des choses, moi, qui m'a un peu scandalisé. Parce que quand on parle de génocide, il faudrait bien savoir ce que c'est qu'un génocide. Un génocide, c'est la décision délibérée d'assassiner et de faire disparaître volontairement un groupe de personnes ou un groupe appartenant à la même religion. Et je pense que cette façon de présenter les choses, ça ne peut pas être le cas au Cameroun. On ne peut pas. Il est difficile de parler de génocide dans un cadre où il y a une guerre de sécession qui est animée par des personnes
qui tue des populations, qui brûle des maisons, qui brûle les écoles. Et le génocide, je ne sais pas où on va le classer là-dedans. Donc, moi, je pense qu'une enquête internationale, oui, pourquoi pas. Une enquête pour effectivement faire la lumière sur les violations flagrantes des droits de l'homme. Les violations des droits de l'homme, on les voit en monovision sur les réseaux sociaux, avec des femmes qui sont égorgées, avec des militaires dont on a coupé la tête et qu'on a empalé. On voit les violations des droits de l'homme. Mais seulement, je veux bien croire à la sincérité de ce député qui demande une enquête, mais seulement quand il parle du génocide, moi je pense que c'est un peu trop forcé, il faudrait qu'on fasse attention. Le génocide, il n'est peut-être pas là où on pense le trouver. Donc, quand la CPI va venir faire son enquête pour la recherche du génocide, on va bien voir, et on va même savoir même si le Cameroun lui-même est signataire du fameux traité de Rome qui autorise la CPI à venir s'intéresser à ce qui se passe dans le pays. Mais personne ne peut dire que le Cameroun n'est pas conscient de la gravité de la situation du sud-ouest et du nord-ouest. Personne ne peut dire que le Cameroun ne fait rien. On fait ce qu'on peut. Mais seulement si, du côté des instances internationales et des autorités internationales, il y a quelque chose à faire. Oui, mais Kamini, on ne doit pas que se limiter à la parlotte. Il faut des actes en même temps. Mais il y a des actes. Vous ne pouvez pas me dire aller un peu plus loin que ça. Mais on est en train d'aller plus loin que ça. Moi, je dis qu'il y a des actes. Parce qu'il y a d'abord le fait qu'il faut contenir cette situation. Il faut contenir. Regardez, le domicile du vice-président de l'Assemblée nationale a été brûlé. C'est pas une violation de droits de l'homme, ça. C'est pas un crime contre une personne. C'est pas un crime contre toute une famille. Le frère de John Fournion a été enlevé. C'est pas des violations de droits de l'homme. Donc moi, je pense qu'il faut rechercher tout cela, mais comprendre que la situation est devenue extrêmement difficile au Cameroun aujourd'hui, où on a beaucoup plus à faire à des groupes armés qui agissent chacun de son côté, plus qu'un parti homogène qui revendique des choses d'une certaine manière. Donc, oui, pour une enquête, oui, pour la recherche, peut-être d'une solution, mais attention, il ne faudrait pas déraper et nous faire croire qu'il y a un génocide au Cameroun. Je refuse ce terme. Alors, il a parlé de risque. De toute façon, mais avec également d'autres actes qui sont perpétrés. Ce cas donc de ces domiciles, le domicile du maître Mbandam qui a été brûlé par des sécessionnistes. En tout cas, on soupçonne bien sûr ces personnes-là. Oui, avant d'évoquer l'incendie du domicile du vice-président de l'Assemblée nationale hier à Batibo dans la Momo, je voudrais rappeler que, bon, évidemment, le député parle de risque de génocide. On peut dire, on peut estimer ou pas que le mot est fort. Un député est par essence quelqu'un d'un peu tonitruant, d'un peu rigide dans les prises de position. Je parle des députés d'ailleurs et pas de ceux de chez nous. Mais soyons d'accord sur le fait que la situation est extrêmement grave. On ne peut pas tenir un dialogue national avec toutes les critiques que cela a suscité sur d'abord les participants, le contenu des travaux et attendre 1 mois, 2 mois pour penser à mettre en place les résolutions. Voilà une crise qui a débouché, qui a commencé par des manifestations corporatistes. Les gens exprimaient leur malaise au lieu d'adresser les questions, les problèmes qui étaient posés. On a trouvé bon plutôt de les museler, de tenter de les intimider. Ça aboutit à ce que nous vivons aujourd'hui. C'est très bien d'indexer les groupes armés qui opèrent, mais il faut également dire aujourd'hui que d'autres acteurs, il n'y a pas que les séparatistes qui opèrent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. D'autres groupes armés posent des actes que parfois on attribue aux séparatistes. En tout cas, il y a une confusion qui est née de cette tension qui perdure, une confusion qui est telle qu'aujourd'hui, la crise est de plus en plus complexifiée et donc la personne interpellée, ce ne sont pas ces groupes armés, bien sûr le gouvernement qui est censé avoir reçu le mandat du peuple. C'était pour sortir sur cette question. Maintenant, sur ces attaques des députés, des militants du social-démocratie, je pense que la formation politique, on l'a suffisamment dit, est à la croisée des chemins. Il a choisi d'aller aux élections municipales et législatives après moult hésitations. C'était une décision évidemment, c'est une décision qui ne passe pas beaucoup dans une partie de l'opinion anglophone qui estime que le SDF ayant sa base dans le nord-ouest et le sud-ouest devait être la première formation politique à s'abstenir d'aller à ces élections. Le NEC s'est réuni et en a décidé autrement. Les séparatistes, qui sont évidemment les plus radicaux, estiment que c'est une décision inacceptable. C'est pour ça qu'il y a ces actes de représailles.
Voilà, donc c'est ce que la presse nous propose ce matin, la nouvelle institution qui a proposé tout un dossier parlant de crise anglophone sur le chemin d'une enquête indépendante internationale, c'est ce que vous aurez à lire, et avec également cette interpellation du député français qui évoque un risque de génocide, et aussi on peut parler du Nord-Ouest avec les sécessionnistes qui frappent un député, Maître Joseph Mbandam, donc c'est à lire également en page 2 et 3 du quotidien La Nouvelle Expression. Alors, il y a un cas qui semble banal. On parle de ce qui se déroule à Campo où des enfants sorciers créent donc la psychose. Ils boivent du sang de leurs camarades et jouent avec ou alors jettent les sorts sur les gens. Et le sous-préfet en a décidé autrement. Le sous-préfet a décidé de prendre le taureau par les cornes. Mais vous savez, ces phénomènes paranormaux qui peuvent faire rire les gens de la ville sont très très pris au sérieux de ce côté-là où effectivement ces enfants sont en train de prendre figure de véritables petits monstres, de véritables petits Dracula qui diablotins, qui jettent des sorts, qui terrorisent toute une partie. Et moi je pense que on verra bien ce qui va se passer après l'adhésion du sous-préfet. Mais toujours est-il que de ce côté-là, on ne parle que de ça ces derniers temps et les gens en ont les cheveux dressés sur la tête. Alors à côté de ça, on a souvent évoqué le cas des trans. En même temps, c'est pas pareil de toute façon. Nous sommes des Bantous, la sorcellerie existe. Ça existe. Le cas de ces enfants qui boivent du sang, on parle souvent de Campo et à l'Est où c'est souvent assez récurrent. En tout cas, l'État administratif tient là. Je vois Flavien sourire. Comme vous dites quoi? Voilà. Je ne cautionne pas ce que vous dites de toute façon. C'est là que je parle de l'Est. J'espère ne blesser personne sur ce plateau. Non, pas de tout. Donc, nous sommes des Bantous. Écoutez, il y a des maladies qui ne se soignent pas à l'hôpital moderne. Hein. Vous savez. Oui, on est obligé de faire recours à la tradipraticien et tout ce que vous savez. Donc, le phénomène des avions de nuit, ainsi de suite, la sorcellerie existe chez nous. Maintenant, comment gérer tout cela dans la vie moderne? L'autorité administrative devrait faire son travail. Voilà. Donc, vous aurez à lire l'article en page 2 de La Nouvelle Expression, des enfants sorciers qui créent la psychose. Et voilà. Et on va également parler dans le journal, on parle du recrutement des enseignants donc au ministère de l'Enseignement supérieur, fraude, frustration et copinage. Certains estiment que rien n'a été respecté véritablement. Ou alors les conditions pour un recrutement normal n'ont pas été respectées. Ce n'est pas surprenant. Il y a quelques mois, le ministre de l'Enseignement supérieur, à la suite d'un communiqué publié par le secrétaire général de la présidence indiquant qu'un recrutement de 2000 enseignants avait été instruit par le chef de l'État, indiquait que la procédure devait respecter toutes les règles d'intégrité, de transparence qu'on attend d'un processus comme celui-là. Vous savez qu'il y a beaucoup de docteurs PhD qui attendent, qui ont été formés, qui sont diplômés et qui attendent d'être recrutés dans les universités d'État, attendent depuis de nombreuses années. Ce recrutement a été lancé, beaucoup espéraient être retenus parmi ces 2000 qui sont recrutés, je crois, sur 3 ans. La première vague a été lancée, un peu plus de 1200 enseignants ont été recrutés. Ceux qui manifestent à Yaoundé, qui sont assez nombreux, estiment qu'il y a eu des copinages, de la corruption, du népotisme, des copinages, des tripatouillages dans les listes qui ont été rendues publiques par le ministère de l'Enseignement supérieur. Il n'y a pas, à l'instant, en l'état actuel des choses, nous n'avons pas encore d'éléments factuels pour le dire, mais ceux qui sont acteurs de ce recrutement-là, ceux qui sont concernés, vous disent que vous avez des personnes qui n'ont même pas fait acte de candidature, qui ont été recrutées. Le ministre de l'Enseignement supérieur a convoqué une conférence de presse qui doit se tenir ce mardi même à Yaoundé pour apporter des éclairages. C'est le minimum qu'on attend de lui. Alors, ces derniers ont occupé l'entrée principale du ministère de l'Enseignement supérieur et ont même été quelque peu violentés pour ce qui est des dernières informations ce matin. Alors, on va dire... C'est ça qui est regrettable. Voilà comment la crise anglophone a commencé. Lorsque vous empêchez aux gens, c'est comme si vous frappez un enfant, vous l'empêchez, vous lui dites de ne pas pleurer. Ça accumule les frustrations, ça radicalise même les positions. Et voilà. Donc on va lire ce que la presse propose également ce matin, à côté de ce que la Nouvelle Expression propose, en page 9, parlant de fraude, de frustration et copinage dans le cadre de ce recrutement. Il y a Mutation qui est revenue, parlant du Chan 2020, Tara, le mal-aimé. Oui, le nom de la mascotte. Le nom de la mascotte du Chan, du championnat d'Afrique des Nations 2020, qui doit se tenir, je crois, entre avril et début mai 2020 au Cameroun.
Depuis quelques jours, donc, le nom de la mascotte elle-même a été dévoilée, je crois que c'était le week-end, en fin de semaine. La mascotte qui est un lion ne plaît pas à une bonne partie de l'opinion, ça crée un tollé sur la toile. Un lion composé. Un lion qui, pour beaucoup, ne reflète pas les qualités d'un lion, la vigueur, la détermination, l'engagement. On voit plutôt un personnage assez nonchalant. Je lis l'interview du président du jury de ce concours-là ce matin dans Mutation qui indique les critères sur lesquels cela a été choisi. Mais je pense que si la beauté est relative, il y a quand même un minimum de consensus qui devrait pouvoir se dégager sur les critères esthétiques d'une œuvre fut-elle une œuvre d'art. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais évidemment, lorsqu'on a affaire à la mascotte, c'est un symbole. C'est un symbole. Au-delà d'être un symbole, elle doit être cette mascotte-là fédératrice. Si cette mascotte suscite autant de polémiques, ça signifie que il y a des éléments qui sont susceptibles de ne pas intéresser un grand nombre de personnes. En tout cas, ces critiques devraient pouvoir nourrir la réflexion au sein de cette commission. On a encore le temps, avant d'adresser la version finale à la CAF, qui doit valider en dernier ressort, de faire des réajustements, s'il y a besoin de le faire. Alors, donc, aujourd'hui, à peine on présente cette mascotte, qu'elle fait déjà des gorges chaudes. Des gorges chaudes et des caricatures affriolantes. J'ai vu une caricature d'un lion et avec un petit lion qui est là, qui demande à son père là, mais le lion là, est-ce que c'est notre oncle et son père lui dit que personne ne connaît cet animal là. Bref, les Camerounais s'en donnent à cœur joie dans leur esprit de contestation permanente. Bon, c'est vrai le sport quand même, hein, c'est la seule religion qui réussit quand même encore à fédérer les... Tout à fait, et c'est pour cela que les gens se demandent comment est-ce qu'on a pu accepter ce lion. Bon, il y en a d'autres même qui l'ont décomposé, ils ont pris une part de Michelin, mais une Michelin qui n'est pas gros, mais une Michelin qui est plus petit, avec une tête de lion. Bref, les gens sont en train de discuter. Le régime de bananes. Avec des bananes. Alors ils se disent, oui, entre la banane, le lion et Michelin. Bref, ça suscite une polémique vraiment ardente et cela devrait normalement interpeller aussi nos autorités pour se dire que chaque fois qu'on choisit une mascotte pour quelque chose qui se passe chez nous, regardez par exemple la mascotte de la Coupe d'Afrique féminine, comment elle était belle avec une lionne, avec une crinière et tout ça. Donc, les Camerounais estiment que c'est leur football, c'est leur championnat. Il faudrait bien qu'il y ait quelque chose de plus fédérateur, qui puisse réunir tout le monde et qui puisse mettre tout le monde un peu d'accord. Bon, mais on verra bien ce que ça va donner. Cette polémique-là, est-ce que va-t-on lui tordre le cou et aller jusqu'au bout, ou bien va-t-on apporter de nouveaux réaménagements ou changer de cap? On verra bien. Alors, je pense qu'il ne faut pas prendre les critiques. Au Cameroun, le problème avec nos dirigeants, c'est qu'ils prennent les critiques toujours comme étant quelque chose de foncièrement négatif. Les critiques permettent de se réajuster, d'évoluer vers l'excellence. Cette mascotte que j'ai eu l'occasion d'observer, moi j'ai le sentiment que ce lion ne dégage pas les qualités du lion. Le lion, c'est l'apparence conquérante, c'est l'engagement, c'est la détermination. Or, on a plutôt affaire à une mascotte relativement nonchalante. Qui mange des bananes. Qui mange des bananes. Donc, vous aurez l'occasion de lire tout cela dans le journal Mutation qui a proposé carrément un dossier ce matin et avec des réactions aussi. Donc, Tara, le mal aimé, c'est le titre proposé par le journal. Alors, autre chose, Cameroun Tribune parle donc de communes et communautés urbaines avec une nouvelle ère qui s'annonce carrément. Oui, Cameroun Tribune fait la synthèse des 500 articles, décrypte les 500 articles qui constituent le Code général sur les collectivités territoriales décentralisées. Évidemment qu'il y a des avancées, on ne peut pas le renier, avec la suppression attendue des communautés urbaines. Je crois qu'il y en a 14 en l'état actuel au Cameroun. Sauf que dans cette suppression-là, il y a le maintien des super-maires, même s'ils sont cette fois-ci élus, des communes de ville, c'est ainsi que c'est baptisé dans ce code général sur la décentralisation. Cameroun Tribune se satisfait évidemment dans l'exercice qu'on lui connaît,
de vanter les actions du gouvernement, mais il y a quand même lieu de mettre des réserves sur ce satisfait, surtout de la ligne. C'est qu'on a un article qui passe mal pour un bon nombre d'observateurs, parmi lesquels moi-même, qui estime que c'est une disposition qui est rétrograde de l'article 246 de ce code en l'occurrence, qui exige que l'on soit autochtone pour postuler au poste de super-maire dans les métropoles. On aurait pu faire autrement, on a l'occasion d'y revenir. D'accord. Camille? Non, moi je pense, comme le dit si souvent l'adjoint du maire de Douala Monsieur Wafo Jean Robert, qui dit que les gens ont beau raconter leurs histoires, le verre, il refuse de voir le verre à moitié vide, le verre est à moitié plein, parce qu'il reconnaît qu'il y a eu des avancées. S'il y a des avancées, il fallait bien qu'on avance. Le nombre d'avancées sont cités tous les jours, ils sont visibles. Mais moi, j'ai du mal. Je ne peux pas cacher mon inconfort sur cette sorte de focalisation sur le poste de super-maire, parce que ce que les gens oublient, c'est que, par exemple, pour le cas de Douala, le délégué du gouvernement a toujours été Sawa, mais il a eu des adjoints. Il a un adjoint Betty, un adjoint Bamileke, un adjoint Bassa, c'est-à-dire que je ne vois pas en quoi les gens sont en train de fantasmer sur ce poste de super-maire en estimant que c'est contre une région. Moi, c'est un débat qui est saumâtre, absolument saumâtre, parce que on ne revient pas sur les mairies d'arrondissement. Par exemple, Douala 2, Douala 4, Douala 3e, Douala 5e, qui ne sont pas des maires à la tête desquels se trouvent ni des autochtones ni des natifs de la ville. Moi, je pense que c'est un très très mauvais débat, un débat saumâtre et absolument glauque, qui a plutôt tendance à vouloir déconstruire les nombreuses avancées qui sont contenues dans ces nouvelles dispositions. Moi, je pense donc que s'il y a des avancées, commençons à les prendre comme ça. Et ça ne fait que commencer. Il n'y a rien de définitif. Tout se construit et se construit tout doucement. Ne venez pas nous citer le cas de la mairie de New York, qui, aux États-Unis, c'est un pays qui est constitué d'immigrés. Personne ne peut dire qu'il est autochtone ou allogène ou ceci ou cela. Ou alors de la mairie de Paris. Ce sont des pays qui ont 200 ans, 300 ans de démocratie. Le Cameroun n'a que 59 ans. Donc moi je pense qu'il ne faut pas nous faire croire que nous allons nous mettre du jour au lendemain au niveau des autres. On avance tout doucement, mais de façon prudente. Et moi je pense que consensuel. Alors, je pense bien qu'il n'est peut-être pas question de parler de maires autochtones ou autres, ou je veux dire super-maires, c'est parce qu'on les appelle les super-maires. C'est des gens qui ont quadrillé carrément le département, qui remplacent les délégués, qui sont au-dessus des autres maires, qui sont au-dessus des autres maires, qui sont plutôt élus, mais eux pas élus, mais qui prennent quand même tout, qui s'accaparent de tout, parce que ça part des maires en eux-mêmes aussi qui se plaignent au quotidien de la non-redistribution de ce qui devrait être fait. Donc ça fait un problème à ce niveau-là. Ce n'est forcément pas parce qu'il faut un autochtone ou pas. Le débat n'est pas vain, contrairement à ce que Camille dit, le débat n'est pas vain, il est très pertinent. Et dans le contexte actuel, la disposition en question est maladroite. Elle est maladroite parce que le Cameroun traverse une période assez délicate de son histoire sociopolitique, période marquée par la montée en puissance du repli identitaire. Et légiférer, réglementer, institutionnaliser le repli identitaire serait l'une des pires options législatives du renouveau, vraiment. Cette disposition indique clairement que pour postuler au poste de super-maire, qui est élu par les autres maires de la ville, il faut être de la région. Autrement dit, si Camille Nélé est à l'ouest et il a posé un certain nombre d'actes reconnus de notoriété publique, il ne brille pas sa compétence, son intelligence, il a des faits d'âme qui parlent pour lui, et qu'il voudrait postuler pour être le super-maire de la commune de Bafoussam. De Banjoun. Je prends Bafoussam parce que c'est le chef de région. On dira à Camille Nélé, non, puisque vous êtes de Deido à Douala, vous ne pouvez pas postuler comme super-maire de Bafoussam. Où est le mal? Malgré ses états de service. Mais où est le mal? C'est-à-dire que chez nous, ce qui importe, c'est l'origine tribale. Bon, on n'a pas posé ce problème pour les autres mairies.
Kaminele. Non, moi je dis, nous allons perdre notre temps et nous allons... On parle des communautés. Nous allons épuiser notre temps. Moi je pense que c'est un débat qui est trop long, vous comprenez? Et moi je pense que... Il est important, mais vous ne pouvez pas vouloir étouffer une question aussi importante. Non, elle est tellement importante. De laquelle vous ne pouvez pas tenter d'étouffer un débat aussi important. Un débat duquel dépend peut-être, je ne le souhaite pas, peut-être l'unité nationale. Les députés sont encore en commission. La commission des lois constitutionnalisées, ces critères d'autochtonie. Vous savez que l'application de ce qu'on appelle l'équilibre régional, en faveur de l'autochtonie, dans la compétence est hors de l'autochtonie. Donc il ne peut pas avoir des autochtones compétents. Flavien Valonongo. On ne peut pas dire. Nous allons passer notre temps. On a demandé votre... Oui, mais c'est un commentaire qui dure. Vous comprenez? Ça prendra très mal à l'aise sur la question. Non, je suis mal à l'aise parce qu'il y a de mauvaises foi en face. Je suis désolé. Quelle mauvaise foi? De la mauvaise foi. Pour nous faire croire qu'aucun autochtone ne peut être compétent. Je ne l'ai jamais dit. Mais non, je ne l'ai jamais dit. Je dis que la compétence n'est pas liée à l'autochtonie ou à l'allogénie. Vous racontez des histoires. La compétence n'est pas liée à l'autochtonie. Il faut que les gens le sachent. Si vous êtes à aider à Ngaoundé et que vous êtes compétent, pourquoi vous empêcherez de postuler comme super maire d'une ville? Allez, on attend la suite en fait, puisque c'est encore sur la table des députés. Sur la table des députés, donc à l'Assemblée nationale et même au Sénat, bien entendu. Donc vous aurez l'occasion de lire et de comprendre également ce que la presse a réservé comme traitement à ce sujet. Et on va sortir de cette émission avec... je sais que quelques-uns ont des calculs politiciens derrière cette disposition, mais pour le bien-être commun, ce n'est pas une bonne chose. Oui, d'accord. Ça, c'est votre avis de toute façon. Alors, donc, dans le messager de ce matin, on va parler du mariage. Sonara et Chanas, en ce moment, on parle de 7 mois après, notamment le sinistre qui est survenu à la Sonara. Voyez-vous, il y a eu justement des moments, des avancées et tout au moins ce qui a été donc observé sur le terrain. Il fallait remettre à jour ces endroits qui ont connu en tout cas l'incendie. Voyez-vous, et aujourd'hui, Chanas a décroché quand même un gros marché pour réhabiliter et assurer cet espace. Non, la grande avancée, effectivement, c'est que la Sonara a mis un accent nouveau particulier sur les assurances. Vous savez très bien qu'après l'incendie du 31 mai, il y a eu ce problème de non-renouvellement de la police d'assurance. Et moi, je pense que le nouveau directeur de la CNRA a jugé bon, non seulement de lancer un appel d'offres, et maintenant de permettre à la Sonara d'être beaucoup mieux assurée. C'est pour cela qu'il y a un appel d'offres. Il y a eu 4 structures d'assurance qui étaient sur le grill. Et il y avait Chanas, il y a Activa, il y a AXA, il y a JMC. Et dans cette affaire-là, c'est Chanas qui a décroché la grosse timbale avec une enveloppe d'abord de 11,5 milliards et ensuite dans une deuxième carrière de 10 milliards 26 avec Activa. Mais toujours est-il que le messager s'intéresse à cela pour le fait que dans cette affaire, c'est Chanas qui décroche le gros lot grâce à M. Moudi qui est le PCA. Le PCA on va comprendre qu'il s'agit là de la restructuration même de la Sonara qui a connu des difficultés. Donc, les lecteurs vont lire également ce que la presse a réservé à ce sujet. Merci à vous, chers messieurs, d'être venus également sur ce plateau. Les lecteurs vont lire ce que la presse propose. Demain, ce sera la 3e de la semaine. Il sera 9h20 sur Equinox. Bonne journée.